Bien, on poursuit maintenant avec le Tchad. Le Tchad, un premier affrontement au sol a eu lieu samedi 17 avril entre les forces loyalistes et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. En abrégé le FACT, les combats se sont déroulés au nord de Mao, dans la province du Kanem, à plus de 300 km de la capitale N'Djamena. Le mouvement rebelle armé est entré en territoire tchadien en provenance de Libye le 11 avril avec pour objectif de chasser Idriss Déby Itno du pouvoir. Mais sans Fiaklou, ce n'est pas la première fois que le président Déby fait face à un mouvement rebelle. J'ai envie de faire peut-être une sorte de comparaison avec les autres mouvements qu'on a eus. Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, c'est beaucoup plus sérieux? Oh, je peux dire que ce n'est pas sérieux comme l'incursion de 2016 ou bien de 2017, oui, où les rebelles étaient à la porte de la présidence. Cette fois-ci, c'est une colonne qui est rentrée de Libye avec environ une centaine de véhicules, oui, plus d'une centaine de véhicules, et qu'ils gagnent du terrain parce que ils ont combattu les éléments des forces de défense et de sécurité et aux dernières nouvelles, il semblerait même qu'ils ont pris une garnison au nord et qu'ils sont très déterminés. Le front pour la tenance et la concorde au Tchad aujourd'hui a comme chef un technicien tchadien qui réside en France, qui a fait environ 25 ans. Et qui, d'après les informations obtenues du journal La Libération, il a eu à discuter avec le maréchal Haftar, oui, de Tripoli, qui peut-être aurait mis les moyens à sa disposition. On parle de 150 à 400 véhicules, des hommes lourdement armés, parce que si ce sont les éléments du maréchal Haftar, ils sont bien aguerris compte tenu de la situation des combats en Libye. Ce qui veut dire que les forces de défense et de sécurité tchadiennes ne doivent pas prendre ça à la légère. Et M. Idriss Déby doit tourner cette fois son cerveau pour savoir ce qu'il faut opposer à ces rébellions. Nous avons l'habitude de constater qu'à chaque fois qu'il y a tentative de rébellion ou bien d'inscription dans ce pays, la France intervient. Et aujourd'hui, avec la nouvelle initiative, on va voir si la France va intervenir. Parce que le responsable français dont je t'ai parlé, qui réside en France, dont je viens de parler, je pense à Mahamat Mahdi Ali, a dit que les avions de reconnaissance sont dans le ciel, qui font des rotations pour peut-être informer les forces armées tchadiennes, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore tiré sur eux. Donc, on va voir jusqu'où cet épilogue-là va s'arrêter. Ce n'est pas quand même la première rébellion qui vient du côté libyen. Je pense déjà en 2019, cette rébellion conduite par un des neveux même d'Idriss Déby était venue de la Libye, stoppée in extremis par la France. On voit donc une porosité de cette frontière entre le Tchad et la Libye. Mais pourquoi le Tchad ne sécurise pas cette zone-là? Oui, le Tchad aussi est un territoire très vaste, surtout et désertique, avec des montagnes par-ci et là qui peuvent faire cacher les rebelles ou des gens qui voudront nuire à l'intérêt du Tchad. D'abord, je remonte un peu dans l'histoire, ça me rappelle les noms, les Togolais, Youssouf Togoïmi, les Goukouni Odei, avec autant de Muammar Kadhafi, avec la bande Ouzou, tout ça, ça me rappelle cette histoire-là. Et donc, l'histoire de la Libye, la frontière libyenne et tchadienne existait déjà. Et bizarrement, c'est de par cette frontière que les hostilités ont encore repris. Alors, cette rébellion, ou l'avancée de cette rébellion, elle pousse en 3 tentacules, ou en 2. Le premier, c'est ce que je viens d'évoquer, mais avec, c'est-à-dire que les rebelles contre une dictature qui a duré près de 31 années. Alors, une dictature qui prend ce temps-là avec l'imposition d'un chef d'État vis-à-vis d'un peuple
on ne peut que applaudir les rebelles. C'est-à-dire que quand ces rebelles-là viennent vous déloger ce président-là, les gens vont applaudir. Alors, l'autre côté, ce que tu as évoqué, qui est aussi d'actualité, c'est quand la crise libyenne est en train d'être résorbée entre la Turquie et l'Égypte, et que la France qui soutenait, ce qui est paradoxal, la France qui soutenait le maréchal Haftar, qui, ce dernier, donc Haftar, qui aurait aussi soutenu ces rebelles, c'est ça, et la non-intervention dans cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé la dernière fois, des MiG françaises, c'est ce qui me fait... Ça me marre, ça me fait marrer, quoi. Il y a le survol des Mirage 2000 de l'armée française. Les Mirage 2000, d'accord. Parce que le Tchadien même, le président tchadien avait entre-temps dit que moi je suis fatigué, je voudrais partir, c'est la France qui me maintient au pouvoir. Il avait clairement dit ça sur RFI et France 24. Moi je l'avais suivi, j'ai ri. L'autre là, j'ai cru se rappeler de ça. Et donc aujourd'hui, quand Haftar soutient les rebelles, et que Haftar, sachant déjà échoué dans le cas, pas totalement échoué, hein, mais sur le théâtre libyen, c'est pas, il peut quand même se rabattre sur le terrain tchadien et au même moment revenir à la charge. Donc, c'est normal, 400 véhicules, 4x4 ou 400 tout-terrain qui rentrent au Tchad, et que, à l'heure actuelle, l'information de midi que j'ai, c'est que on a pris des blindés pour entourer toute la présidence du Tchad. Toute la présidence. Ce qui fait que les populations voyant ça, les gens sont paniqués, les gens ont pris le large, les gens sont en train de quitter la ville. Moi, je souhaite vivement un dictateur, il ne faut jamais le soutenir. Il faut le dégalpiller. S'il y a à soutenir ces rebelles, moi, si j'ai des moyens, des milliards, je vais soutenir ces rebelles pour qu'on déloge un dictateur. Parce que tout ça, là, c'est des royaumes. J'ai toujours dit que partant du Tchad, la définition de dictateur, je ne sais pas si c'est autocratie, vous voulez que je dise, ou c'est une monarchie. Partant du Tchad jusqu'en Guinée équatoriale, en passant par le Congo, c'est des royaumes qui sont là-bas. Ce ne sont plus des républiques. Donc, quelqu'un qui est là, la population souffre. Les gens ont besoin d'argent, les gens ont besoin de manger juste pour étancher leur faim. Et tu es là, tu dis tu es là, c'est fini. Non, écoutez, moi, il y a des coups d'État qui sont produits en Afrique que les gens ont applaudi. Ces gens de rébellion, moi, on applaudit ça. J'ai dit, si moi j'ai des milliards, je suis tchadien, je vais financer ça. Parce qu'on ne peut pas s'attarder sur une ethnie, les Agawa, et maintenant banaliser les autres, piétiner les autres, et juste parce qu'on est un général, on devient maréchal. Non, ça ne passera plus. Si c'est des coups d'État là, ces rebelles-là, qui doivent rentrer dans les royaumes dont je parlais, c'est-à-dire cette dictature-là, pour les déloger et que les peuples puissent avoir la paix, nous, on va soutenir ça. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, nous sommes épris de paix, mais nous sommes des gens qui optent pour le changement et l'alternance. Si c'est cette voie-là, ils n'ont qu'à aller les dégager, ils disent des billes. C'est comme ça. D'accord, oui. D'accord. D'abord, je voudrais dire que il y a un célèbre adage écossais qui dit que la liberté, les hommes peuvent vous la donner, mais les hommes peuvent également vous la lever. Du coup, je ne pousse pas l'idée de cautionner la rébellion. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a des civils qui en pâtissent. Donc si on peut résoudre le problème sans demain, c'est bon. Sans des morts, c'est bon. Parce que la Russie, Vladimir Poutine est dictateur, mais je ne suis pas sûr que les gens voulaient qu'il parte aussi. La Chine également, Jinping est dictateur. Là, donc, mais pourtant, on ne cherche pas à créer la guerre ou dans ce genre de choses. Donc, ce qu'on cherche ici, je pense que c'est son énième poste présidentielle qui est en train de faire les mécontents. Maintenant, ce que je ne comprends pas ici, c'est le manque de stratégie. Quand vous savez que votre maillot faible est telle frontière, renforcez. C'est aussi, depuis longtemps, il y a les gens, parce que je ne pense pas que sans voiture, là, ce n'est pas petite chose, quelque chose qu'on ne peut pas voir. Hein. C'est-à-dire que même, je pense déjà à des milliers de kilomètres où ça arrive, vous devez sentir que ça... Donc, il suffit qu'il renforce cela. Je pense que, comme on le dit souvent, il n'y a pas on ne fait pas d'affaires à un moment de calme, que c'est quand il y a des problèmes que les gens font plus d'affaires. Je suis sûr que cette zone, parce que le Tchad n'est pas très loin de la frontière dont on parlait tout de suite. Donc l'instabilité dans cette région profite à des gens. Il y a des multinationales européennes ou occidentales qui gagnent dans cette histoire. Parce que même, je ne sais pas, même si le général Haftar a tellement de moyens,
envoyer ces genres de voitures, c'est économiquement énorme. Donc, à qui profite ce désastre dans ces milieux, c'est pas bien. Mais il faudrait que, consciemment, que nos dirigeants comprennent aussi que il faudrait mettre la population au cœur des préoccupations, parce que ce n'est pas tant la tenance qui règle le problème que comment dire, les rébellions. Parce que un problème quelque chose est sûr, c'est que il y aura des gens qui vont mourir, des civils qui vont mourir dans cette histoire. Donc je préférais qu'on arrive à conscientiser nos chefs d'État pour que ces gens de choses ne se présentent plus. Parce que rien ne prouve que celui qui va venir va faire mieux. Parce que l'Afrique nous a habitués. Les chasseurs de dictateurs viennent, ils sont pires que ceux qu'ils ont chassés aussi. Donc je préconise la paix pour résoudre ce genre de problèmes, et que notre Idriss Déby aussi comprenne qu'il n'est pas Dieu, que quelqu'un d'autre peut faire mieux que lui aussi. Alors, il y a jusqu'à présent, avec l'avancée de ces rebelles, la France ne s'est pas encore véritablement prononcée, mais on n'oublie pas que j'ai envie de dire la base de l'opération Barkhane, c'est au Tchad. Les rebelles doivent traverser la localité appelée Faya-Largo. Où est stationnée donc cette opération-là? Est-ce qu'ils vont prendre le risque de passer par cette ville qui elle-même se trouve à 100 km de N'Djamena, ou bien contourner et la France va se taire? En fait, je voulais demander, est-ce que la France se taira cette fois-ci? D'après les informations en ma possession, je sais que l'incursion des rebelles tchadiens sur le territoire tchadien aujourd'hui va poser un problème à l'état-major français et à l'Élysée. Et peut-être que des réunions sont même organisées pour savoir la conduite à tenir. Parce que la France ne peut jamais laisser tomber le Tchad. La France ne peut jamais laisser tomber le Tchad, voire Idriss Déby, compte tenu de l'assistance que le Tchad apporte à la force Barkhane pour la lutte contre les djihadistes. Donc, si les rebelles doivent nécessairement passer par Faya-Largo, il serait difficile, puisque aux dernières nouvelles, les rebelles ont adopté des tactiques pour pouvoir progresser. Ils se sont divisés. Leur division en plusieurs colonnes. Donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent faire des contournements à certains endroits, mais passer directement par Faya-Largo, moi je pense que la force Barkhane va les arrêter. Va les arrêter. On peut pas, parce que s'ils sont à 100 km de N'Djamena, ils peuvent atteindre N'Djamena à tout moment, parce que à l'heure où nous sommes, ce serait rare que certains soldats meurent pour Idriss Déby. Parce que tous ont des problèmes. Et en plus de ça, une large partie des forces armées de défense et de sécurité sont envoyées au Mali. Et tous ceux qui sont là, vont-ils donner leur vie pour leur maréchal? Ils ont prêté serment sous le drapeau que c'est la défense de la patrie. Et voilà que la patrie est attaquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est encore une interrogation. Ce qui veut dire que l'état-major a un rôle à jouer, les chefs-corps ont un rôle à jouer, parce que j'aurais appris qu'ils ont fait des tentatives de bombardement aérien. Et après, on a dit que c'est faux, que les batailles, c'est au sol. Ce qui veut dire qu'il y a une guerre de communication au niveau de l'état-major tchadien et au niveau des rebelles. On ne sait pas qui dit vrai ou faux. Mais selon des observateurs britanniques et américains, l'avancée des rebelles est confirmée. Est-ce que la France va cette fois-ci à nouveau sauver le soldat Déby? Oui, oui et non. Oui, parce que ce que Fiocro vient de dire par rapport au rôle que joue le Tchad à travers ses militaires dans la lutte contre les djihadistes au Sahel est important. Et donc, si le retrait des forces de la force Barkhane, qui est actuellement discuté au Sénat en France, venait à être acté, là, il peut y avoir des difficultés à soutenir le Tchad, parce qu'ils disent vous savez, les Occidentaux, surtout les Français, s'ils savent qu'ils ne peuvent plus compter sur vous, ils vous lâchent. Ils trouvent déjà quelqu'un pour vous remplacer. Vous aurez déjà fait votre temps, quelqu'un d'autre n'a qu'à venir faire l'affaire, qui préserve, eux, leur intérêt. Ça, c'est un. Non, parce que si la France
La France a toujours, les pays, souvent ces pays-là ont toujours joué un sale jeu vis-à-vis des dirigeants africains, vis-à-vis de certains États. Monter les enchères en laissant venir les rebelles, en laissant pénétrer le territoire tchadien, c'est la France dont je parle, jusqu'à la porte de N'Djamena, pour monter les enchères de ce que la France veut. Oui, mais là, qu'est-ce qui est en jeu? Moi, je me rappelle, je ne sais plus si c'est l'avancée rebelle de 2009. Il y avait l'affaire des lâches de Zoé, avec ces Français qu'il fallait libérer. Donc, on a dû arrêter les rebelles au port de N'Djamena. Quand Déby a accepté de les libérer, là, est-ce qu'il y a quelque chose en jeu? Il y a le pétrole au Tchad. Le Tchad est un territoire aussi vaste. Il y a le pétrole au Tchad, il y a d'autres minerais. Parce que la France ne respire et ne s'engage que vers ces minéraux. Ils s'en foutent des hommes. La France officielle s'en fout de tout ça là. C'est-à-dire le problème de la France, où se trouve l'uranium. Même s'il faut écraser tout le monde pour prendre son uranium, la France est prête. Je suis désolé, il peut m'en vouloir, je m'en fous. De deux, quand vous allez au Mali, il y a l'or au Mali. Qu'on le dise ou non, il y a l'or au Mali. Heureusement que le site nigérien de Tirabéri, lié au... C'est le Tirabéri ou c'est de l'Agadez, de l'uranium, on va le fermer. Alors, ils sont en train de chercher un autre terrain. Si jamais ce uranium se trouve au Tchad, la France va monter l'enchère vis-à-vis du débit et lui dire, monsieur, si tu ne nous donnes pas tant, nous on va laisser les rebelles rentrer. Parce que la France a les moyens de stopper l'arrivée des rebelles. Ce qui avait été fait il y a quelques mois. Alors, est-ce que ça va encore pointer le nez? Oui, nous attendons de voir. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vrai que l'armée tchadienne a des moyens pour stopper. Mais quand les gens ont aussi des renseignements et qui, même s'il n'y a pas d'avion, qui maîtrisent, c'est le territoire aussi, c'est les Tchadiens. C'est les Tchadiens qui maîtrisent le territoire, peut avoir une surprise à l'endroit du régime tchadien. Et qu'il suffit que les rebelles rentrent dans la capitale tchadienne, c'est fini. Parce qu'il suffit qu'ils prennent le contrôle des médias, des médias officiels, et le contrôle de certains camps, c'est fini, ils disent, c'est bien parti, c'est comme ça. Il en a fait. Il en a joué, pas aux hypocrites, mais aux malins, au temps de Issa Nabré, là-bas, en tant que chef d'état-major. Et aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. Il y en a aussi dans l'armée qui vont essayer de se joindre à ces rebelles-là. C'est là où ils disent, début sera foutu. Les gens sont loyaux, d'accord. Mais à un moment donné, on se dit que mais jusqu'à quand, jusqu'où je serai loyal. C'est ça. Est-ce que cette avancée des rebelles se fait sans appui extérieur? D'abord, quand on dit qu'ils sont passés par la Libye, c'est qu'il y a appui extérieur là-bas aussi. Maintenant, moi, je sais par rapport à la France, oui, justement, à part l'appui extérieur, le fait que celui qui finance le leader soit également formé en France. Donc déjà, les Français savent déjà que le leader a se formait. Il n'y a pas une information que l'agent français de renseignement ne peut pas savoir si les gens là se font former là-bas. Mais l'autre volet, les Américains et les Britanniques viennent de dire à leurs éléments de quitter le pays. Ça veut dire qu'ils comprennent l'ampleur de ce qui va arriver aussi. Vous voyez, c'est cela. Et de surcroît, la France a une carte numérique de toute l'Afrique et de chaque État de l'Afrique. Ça veut dire qu'on pouvait envoyer les drones bombarder les gens depuis la frontière libyenne pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Donc, il y a un laisser-aller. Donc, la France est en train de les appuyer aussi implicitement. C'est vrai que les gens disent que Idriss Déby a aidé à faire quoi, mais ce n'est pas ici, il ne s'agit pas de l'État, comment dire, tchadien et l'État français. C'est une personne, on enlève, et puis une autre personne, et puis ça continue. Donc, si on a trouvé un remplaçant à Déby, c'est normal qu'on fasse cela. Et en plus aussi, n'oubliez pas aussi que on peut aussi faire peur à Déby, puisqu'il est en train d'avoir de pouvoir. C'est-à-dire qu'il est incontournable dernièrement là. On peut essayer juste de le faire pour dire que nous sommes encore là. Tu es toujours fragile aussi. Donc, il y a tous ces genres de questions qui sont là pour essayer de faire tout ça. Mais sans un appui extérieur. C'est-à-dire que si nos armées et nos forces armées ont des difficultés pour maîtriser le terrain, ce n'est pas quand même les rebelles qui veulent le faire, étant donné qu'une rebelle n'est pas un État. Ce n'est que des rebelles qui vivent dans un État. Donc, sans appui, il ne peut pas y arriver. Donc, forcément, il y a un appui de l'extérieur, en commençant par l'appui psychologique et technique qu'on a déjà donné à leur leader. Donc, c'est cela, moi, je pense que les Américains, surtout les Anglais qui viennent de dire ça, les deux puissances là, ils ne disent jamais à leur population de quitter si l'ampleur là n'est pas grandiose.
Dans Le le... problème aussi Oui. est de savoir si ces rebelles sont tous vraiment des Tchadiens. Ou bien il y a des mercenaires libyens et soudanais là-dedans. C'est encore un point d'interrogation. Non, absolument. C'est vrai que la tête de ce mouvement, forcément, c'est des Tchadiens. Mais ceux-là qui constituent le lot de la troupe qui rentre en Djamé, qui rentre au Tchad actuellement pour la rébellion, forcément, il doit y avoir des mercenaires étrangers, Libyens rebelles et aussi des Soudanais qui ont été... Vous savez qu'il y a aussi plusieurs factions soudanaises avec l'accord du Soudan avec les États-Unis ou d'autres factions. Il y en a qui sont retirés de cet accord, ils peuvent se joindre et se partager le gâteau si jamais les choses... Mais l'autre grande question qu'on peut également se poser, c'est est-ce que Idriss Déby Itno peut compter jusqu'au bout sur la loyauté, la fidélité de son armée, surtout des généraux, parce que on n'oublie pas que il y a quelques semaines seulement, l'affaire Yaya Dilo avait sonné une sorte de division dans le clan présidentiel. Le problème, c'est que le président de la République, chef des armées, nomme les officiers aux postes de responsabilité, y compris le chef d'état-major particulier, le chef d'état-major général et le chef d'état des armées. C'est-à-dire l'armée de terre, de l'air, là-bas, il y a pas la marine. Bon, aujourd'hui, personne ne peut lire dans la tête des généraux et des officiers supérieurs ce qu'ils pensent. Si certains généraux, si certains officiers supérieurs savent que c'est fini, ils vont jouer le double jeu. Peut-être que déjà, il y a des traites parmi eux qui donnent des informations à l'autre camp. Peut-être ces officiers supérieurs, compte tenu de leurs intérêts, peuvent décider d'être loyaux et rester fidèles à Idriss Déby jusqu'au bout. Quand j'ai appris, il y a quelques heures, que la présidente de la République tchadienne est entourée de chars, j'ai ri. Plutôt, ce dispositif ou bien ce déploiement va faire peur à la population de N'Djamena. C'est ce qui est arrivé. Et il y aura la peur panique. Ce qui veut dire que déjà, ça prouve la légèreté ou bien la frilosité du pouvoir. Ce qui n'est pas bien. En principe, la coordination ou bien le commandement et la DSP, c'est-à-dire la garde présidentielle, devait se réunir et voir l'attitude à adopter. Sécuriser les camps qui sont vers le nord pour que ces camps ne tombent pas. Puis c'est fini. Puisque quand vous avez des armes, il faut les gens pour les utiliser. Quand vous avez des gens qui ne veulent pas mourir pour leur chef, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont rejoindre la rébellion. Ils vont grossir les rangs de la rébellion. Comme ils connaissent tout ce qui se passe dans le milieu, ils peuvent servir de tremplin, de courage de transmission pour une rapide inscription dans N'Djamena. Ce qui veut dire que le point d'interrogation est de savoir si ces officiers généraux, ces officiers supérieurs maintiendront le cap, c'est-à-dire seront loyaux jusqu'au bout. Alors, est-ce que, justement, ça va être, dans le contexte actuel, pour ce fact-là, ce mouvement-là, si on fait le point, c'est vrai que l'armée tchadienne est beaucoup plus lourdement armée que ce fact, mais qui arrive à résister. Les combats sont très durs et âpres avec des pertes des deux côtés, mais on n'a pas des informations pour savoir, à l'heure actuelle, qui inflige le plus de pertes et dans quel camp. Oui, moi, selon certains médias ce midi, il y a plus de victimes au rang des forces régulières, c'est-à-dire au niveau des forces de Déby. C'est vrai que les rebelles aussi ont perdu des hommes, mais vous savez, quand on parle de munitions ou de la capacité de nuisance d'une force rebelle, ça me rappelle le temps de Joseph de Kabila, de Kabila père. Laurent Désiré. Avec les Dikapem, tout ça. C'est comme ça, les gens ont commencé par dire, il est à la porte, il est machin. Et Mobutu, le tout puissant Mobutu, a été déposé comme ça.
c'est parce qu'il y a eu des infiltrations même au camp de Mobutu. Si éventuellement, comme il le disait, une faiblesse se sentait au niveau des officiers supérieurs de l'armée tchadienne et que certains se seraient lésés entre-temps et qui n'avaient pas été remontés au niveau des 10 débits, comme on en a constaté en Côte d'Ivoire, où on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est des gens qui facilement rejoignent le camp de l'adversaire sans vous le dire. Ils sont partagés entre les deux, mais à un moment donné, s'ils savent que la victoire est proche du côté des rebelles, ils rejoignent le camp là pour pouvoir jouer le double jeu. Et en cas de victoire, ils rejoignent ce camp-là. Donc ça peut arriver, parce que c'est pas Idriss Déby qui constitue cette force tchadienne. C'est la volonté de certains militaires de protéger leur territoire et d'éviter que ces territoires soient envahis, soit par des rebelles soudanais ou des rebelles venant de la Libye, totalement déchirés, qui heureusement est en train de reprendre vie. Donc moi, je me dis que c'est la France, hein, c'est la France qui décide, même si ça peut dépasser la France, si les Américains, les Anglais arrivent à envoyer ces informations, parce qu'eux, ils ont plus d'informations que nous, et qui sait, eux aussi, ils nous soutiennent, ils ne sont pas... C'est vrai que c'est difficile que les Américains soutiennent des choses comme ça, mais moi, les Occidentaux, je n'ai jamais eu confiance en eux. Je bandé, les mains liées, je me dis que j'attends de voir... ce qui va arriver. D'accord. Parce que là où eux aussi, les rebelles ont trouvé les moyens, je n'en sais pas. Nous, on fait que faire des analyses. Ça veut dire que c'est les gens qui leur ont fourni les moyens, jusqu'aux moyens logistiques, jusqu'aux moyens de renseignement, qui leur ont fourni si ce ne sont pas les Occidentaux. C'est ça la question. Alors, on va marquer maintenant la grande pause et nous revenons après le journal pour continuer.